Mesdames et messieurs, bonsoir. Après plusieurs reports pour des raisons d'agenda, le chef de l'État est finalement arrivé cet après-midi à Goma, au bord du lac Kivu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a communié avec les populations de la capitale du Nord Kivu. Son agenda dans cette partie du pays prévoit plusieurs rencontres avec les forces vives et les notabilités locales. Le président de la République a donc communié avec les populations du Nord Kivu. Nos envoyés spéciaux à Goma nous en diront davantage au cours de nos éditions ultérieures. La RDC et l'Union européenne sont en dialogue politique pour revisiter l'accord de partenariat ACP-Union européenne conclu il y a quelques années à Cotonou au Bénin. Cédric Kenina. Partenariat Union européenne-RDC, les deux parties s'arrêtent un moment pour évaluer les chemins parcourus. La deuxième session du dialogue politique UE-RDC et ses cadres de diagnostic et de perspectives. Le vice-premier ministre du budget Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, qui a lancé ses travaux au nom du premier ministre, a remercié les partenaires de l'espace Union européenne pour leur engagement aux côtés de la RDC en vue de la transformation structurelle de l'économie congolaise. Un appui multiforme dans des domaines aussi variés. Au nom du Premier ministre et chef du gouvernement, je lance un vibrant appel à notre partenaire traditionnel, l'Union européenne, à soutenir notre démarche traduite au travers de nos deux documents stratégiques de référence sous-évoqués, entre autres par des appuis budgétaires conséquents. Ce dialogue sans tabou ni réserve va nourrir une approche partagée sur l'atteinte des objectifs, a souligné Jean-Marc Châtaignier, représentant de l'Union européenne. Autre décor, autre espace géographique, le vice-ministre du budget Félix Momat a lancé à Goma, dans le Nord Kivu, l'atelier d'élaboration des édits budgétaires, la gestion des finances publiques et du fichier de la paye du Nord et Sud Kivu, les Maniema et les Tanganyika. Des assises qui se tiennent en présence des autorités provinciales et leurs délégués. L'axe Kinshasa-Bujumbura appelé à être renforcé. C'est la raison de la rencontre entre les chefs des diplomaties de la RDC et du Burundi, Gina Wabiwa, pour des précisions. Porteur d'un message d'amitié du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maritumba Nzeza, est arrivée à Bujumbura, capitale du Burundi, hier dimanche 4 octobre, en début d'après-midi. Accueilli à l'aéroport international de Bujumbura, Melchior Ndandaye, par le vice-ministre des Affaires étrangères burundaise, Isidore Ntimba Bemba, la chef de la diplomatie congolaise a fait savoir que son séjour est purement amical. J'ai rencontré mes frères, mes sœurs. Donc c'est dans un cadre tout à fait amical. J'ai été invité par le gouvernement du Burundi, par mon homologue, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burundi. Et je réponds donc à son invitation. Je suis là dans un cadre tout à fait amical. Si je suis venu dans un cadre amical, c'est que ces relations sont excellentes. Elles sont excellentes et vous savez, quand une sœur vient voir son frère, là où il y aurait peut-être lieu d'améliorer, nous sommes venus donc pour essayer de le faire. L'agenda de la ministre d'État Maritumba Nzeza prévoit des audiences avec les ministres des Affaires étrangères et les chefs de l'État burundais. Le retrait progressif des forces onusiennes au Congo à l'ordre du jour des échanges entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Les deux parties réfléchissent sur les voies et moyens devant déboucher sur un chronogramme de départ. Edith Chala. Ils ont donc démarré de manière plus formelle les discussions conjointes en vue de convenir sur les contours définitifs de l'avenir de la MONUSCO sur les territoires de la République démocratique du Congo, comme l'a bien mentionné le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de sa dernière allocution à l'occasion de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En perspective du retrait des forces de la MONUSCO de la RDC et conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 2502 du 19 décembre 2019, la délégation du gouvernement, composée des experts du ministère de la Défense, du coordonnateur adjoint du mécanisme national du suivi de l'accord cadre, Patrick Mutombo, des experts du ministère des Affaires étrangères, étaient en face de la délégation de la MONUSCO, conduite par le lieutenant-général Lyon, commandant adjoint des troupes de la MONUSCO,
Avec lui, le général Awale, commissaire général de la police de la MONUSCO, et autres représentants des différentes composantes de la MONUSCO. Pour cette première réunion, les discussions se sont déroulées dans une ambiance cordiale et s'étendront dans les prochains jours à un niveau ministériel et devront déboucher sur un calendrier concerté de retrait progressif et responsable de la MONUSCO du territoire de la République démocratique du Congo. Absence de politique de logements sociaux, déficit criant d'assainissement, urbanisation sauvage, autant des mots qui rongent les villes congolaises. Ce tableau on ne peut plus sombre a été peint ce matin par le ministre de l'Urbanisme à la faveur de la Journée mondiale de l'habitat. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le premier lundi du mois d'octobre de chaque année Journée mondiale de l'habitat. L'article 48 de la Constitution de notre pays, qui garantit le droit à un logement décent et corrobore la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la construction à grande échelle des logements sociaux à travers une politique nationale ambitieuse de l'habitat. Dans notre pays, les conflits récurrents depuis quelques décennies sont à la base d'un exode rural qui connaît une dimension inattendue et inquiétante. Face à ce constat hideux, la République démocratique du Congo, notre cher pays, affiche un volumineux déficit en nombre de logements décents en faveur de la population. Cet état des choses interpelle la conscience du pouvoir public face à ses responsabilités afin d'inverser la tendance. Animés d'une volonté inlassable d'échanger les conditions de vie des Congolais en leur offrant un logement digne en vue de leur épanouissement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de rappeler dans ses discours les grandes lignes de sa politique de l'habitat. À ce jour, le gouvernement de la République, à travers mon ministère, est en phase de mobilisation des fonds pour la concrétisation de ses attentes, à travers plusieurs projets de construction de logements décents. N'eût été la survenance de la pandémie à Covid-19, nombreux de ces projets seraient déjà en exécution. Que vive la Journée internationale de l'habitat! Que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivée ce matin sur la côte atlantique à Mwanda, où s'ouvre le congrès de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, un congrès qui se déroule sous son parrainage. Denise Nyakeru Tshisekedi est arrivée à Mwanda dans la province du Congo central ce lundi 5 octobre 2020 où elle va participer au lancement des travaux du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo INPC en abrégé. Les gouverneurs Atoumata Bouana et sa population ont accueilli avec pompe la distinguée première dame qui, dans le cadre de son séjour dans la province du Congo central, va mener quelques activités liées à sa fondation. Elle visitera en outre le mausolée du héros national Joseph Kasavubu à Singini. Atoumata Bouana Nkuluki, gouverneur de la province la plus occidentale du pays et qui constitue l'unique voie d'accès à la RDC vers l'océan Atlantique, n'a pas manqué de remercier le chef de l'État pour avoir libéré sa chère épouse qui va séjourner dans la province de Kimbangu pendant 6 jours. Et nous sommes très reconnaissants au chef de l'État qui a permis à ce que sa chère épouse puisse venir chez nous et échanger avec ses compatriotes du Congo central. Nous avons travaillé pour mettre à profit tout son séjour, que ça se passe dans de très bonnes conditions et que ce soit agréable. Nous avons imploré les membres des ancêtres pour que tout se passe très bien. Et là, nous jetons des fleurs à toutes les équipes qui ont travaillé pour que ce séjour se passe dans de bonnes conditions. De Mwanda, la première dame va aller à Boma. Elle va faire une escale à Singini pour s'incliner au mausolée sur la tombe du premier président, le héros national Joseph Kasavubu. Et de là, elle atteindra la ville de Matadi en passant par Kinzamvouete et Nsanda. Et après Matadi, le chef de la province, où la population l'attend avec beaucoup d'impatience, elle montera par le territoire de Songolo en passant par Kimpese, Lukala, Mbanzangongo, Kisantu et Kasangolo avant de rejoindre Kinshasa.
De Massissi, plutôt de Mwanda, nous allons nous rendre à Massissi où un élu du coin a déposé son rapport parlementaire. Jojo Ndibou nous en dit plus. Il est de coutume qu'après des vacances parlementaires dans leur circonscription électorale et à travers le pays, que les députés nationaux puissent faire le rapport de leurs vacances parlementaires. Voilà qui justifie le dépôt à ces jours du rapport parlementaire de l'honorable Oyobangira Safari, élu de Massissi au Nord Kivu. Il a déposé ce document de travail au Palais du Peuple auprès du rapporteur adjoint Jacques Lungwana. L'élu de Massissi explique sa démarche. Les doléances primaires sont d'abord en termes de sécurité. Parce qu'à Massissi, nous avons encore l'activisme des groupes armés, notamment ceux-là qui ont eu à commettre le forfait et tuer nos 5 élèves. Ce sont parmi les groupes armés qui s'étaient hier rendus. Et nous espérons qu'à travers des actions, notamment au niveau de l'étude de la loi du budget, nous aurons à renforcer le mécanisme de démobilisation. Un autre point qui concerne, c'est la gestion des conflits fonciers. Il y a notamment beaucoup de conflits fonciers qui sont aussi source d'insécurité à Massissi. Là aussi, nous aurons à travailler auprès des ministres qui ont en charge le foncier, l'aménagement du territoire, afin qu'ils nous aident à réduire les tensions qui sont sources des groupes armés et de l'insécurité à Massissi et au Nord Kivu en général. Signalons qu'il a également fait partie de la délégation des députés nationaux qui ont accompagné la caravane de la paix partout où elle est passée avec le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, message résumé par la paix de tous, par tous. L'entrepreneuriat féminin à l'honneur, un mémorandum reprenant les revendications et autres projets pour la promotion de la femme entrepreneur, justement, a été remis au ministre du Genre, Famille et Enfants. Lorsque la femme émerge, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Une assertion qui se confirme dans la gestion de l'économie domestique. Pour solliciter l'accompagnement des instances officielles, les femmes entrepreneurs ont remis un cahier des charges à la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, qui a reconnu les rôles centraux de l'entrepreneuriat féminin dans l'économie du pays. La participation à cette activité exprime la volonté d'accompagner résolument toutes les actions de cette plateforme pour leur assurer une véritable autonomie sociale et économique. Je félicite la plateforme de l'entrepreneuriat féminin pour toutes ces différentes activités menées qui rentrent dans les programmes prioritaires du gouvernement visant l'éradication de la pauvreté à travers l'amélioration des conditions de vie de la population et votre implication directe dans la préservation de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. Présent à cette cérémonie, le ministre de la classe moyenne et petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, a donné du relief à l'activité en affirmant que l'entrepreneuriat des femmes et filles serait au cœur de la politique générale du gouvernement. Vu l'importance que revêt les soutiens aux activités économiques des femmes, la primaire du contenu de ces cahiers des charges est réservée au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi donc, la PEP RDC se veut être un lobby international auprès des VIP mondiaux qui travaillent pour l'autonomisation de la femme et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est ce qui explique la présence à cette cérémonie de la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme. Une usine de production d'EVA, jadis prospère, est aux arrêts à Guémena, dans le sud Ubangui. Le ministère de l'Industrie pense à la relance des 7 usines de production d'EVA abandonnées en pleine forêt équatoriale. De sa mission dans les territoires de Boudjala, situés dans la province du Sud-Ubangui, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a choisi de mettre les caps sur la petite agglomération d'Agoula, avec une délégation qui a compté à son sein la présence du gouverneur Jean-Claude Mabenze. Il a visité le port d'Agoula en attente de sa modernisation avec le concours du Fonds de promotion pour l'industrie. FPI. Par après, il a tenu à se faire une idée sur la configuration de la future zone économique spéciale du Sud-Ubangui. Ici, un drone a été mis à contribution sur ce terrain de 400 hectares basé à Guaca. Au niveau du gouvernement, il a été conçu une politique de dissémination des pôles de développement à travers ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. Nous, en nous retrouvant ici, dans la province du Sud-Ubangui, c'est matérialiser cette vision-là.
répondre à la demande du gouverneur, répondre à la demande des notables d'ici pour dire qu'il faut que dans l'espace Équateur, qui est la 6e zone industrielle du pays, il y ait une zone pilote qui fonctionne ici. Et c'est cette province d'ici d'Ubangi qui a été choisie et je suis heureux qu'il y a déjà un espace. Voilà pourquoi j'ai commencé par visiter le port d'Akula, qui est sur la rivière Mongala et qui sépare effectivement avec la province de la Mongala. C'était pour me rassurer qu'une fois la production industrielle est faite, il y a une possibilité d'évacuer cette production vers les grands centres de consommation. Rappelons que la mission du ministre de l'Industrie entre dans le cadre de la promotion, sinon de la création de pôles économiques au niveau des entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Les enseignants leaders en temps de crise, c'est la thématique d'une conférence organisée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique de concert avec l'UNESCO. La célébration de la Journée mondiale de l'enseignant revêt en 2020 une importance encore plus particulière en raison des difficultés auxquelles les enseignants ont dû faire face lors de la crise de la Covid-19. La pandémie a mis en évidence leur contribution essentielle en faveur de la continuité de l'apprentissage et de la santé mentale et du bien-être de leurs étudiants. À cause de la Covid-19, plus de 90% de l'ensemble de la population étudiante mondiale ont été pénalisés par les fermetures d'écoles. Question soulevée lors de la rencontre organisée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique avec l'appui de l'UNESCO. Cérémonie présidée par le ministre Willy Bankonga. La stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 place l'enseignant au cœur de l'édification d'un système éducatif inclusif et de qualité. De la vie de tous, cette crise de la Covid-19 a également touché plus de 63 millions d'enseignants. Elle a révélé les faiblesses de nombreux systèmes éducatifs et exacerbé les inégalités avec des conséquences désastreuses pour les populations les plus marginalisées, a dit les représentants de l'UNESCO. Pour ce faire, les experts du secteur de l'éducation se proposent de renforcer la résilience de nos systèmes éducatifs afin de répondre de manière rapide et efficace à ces crises et à d'autres du même ordre, en protégeant le financement de l'éducation. Le moment est donc venu de reconnaître le rôle des enseignants qui veillent à ce qu'une génération d'élèves puisse réaliser pleinement son potentiel. Le moment est venu encore de réinventer l'éducation et concrétiser cette vision liée à l'égalité d'accès à un enseignement de qualité pour chaque enfant et chaque adolescent. Le championnat de la Ligue nationale de football a repris ce week-end avec de surprises telles ce nul blanc concédé par le champion en titre TP Mazembe face à la modeste équipe de Blessing. Eh bien, tous les matchs de la Linafoot vous seront retransmis en direct sur la RTNC en partenariat avec une agence nommée Chris Production. Ernest Kabila, le DG de la RTNC, a réuni les cadres de la maison pour étudier les termes de référence de ce partenariat. L'on ne peut que compter sur la radio-télévision nationale congolaise pour assurer une couverture beaucoup plus large de la Ligue nationale de football. Après plusieurs tractations et discussions, un accord à minima a été trouvé. La RTNC assure la diffusion de la Linafoot en partenariat avec l'agence Chris Production. Dans un premier temps, un premier essai est prévu pour ce mercredi 7 octobre. Confirmation du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, qui a réuni les hauts cadres de ces médias publics et l'agence Chris Production. Je vous ai appelé pour que nous puissions examiner la modalité d'être ensemble puisque je me suis engagé. Donnons la chance à ce partenariat qui est encore en veilleuse. Demain, M. Chris ira avec nos techniciens. Et c'est ainsi que nous lui demandons aussi, lui qui sollicite le mariage, il connaît l'objectif de cette sollicitation. La Linafoot, la plus grande compétition de football au niveau local, a plus que besoin d'une grande visibilité en vue d'atteindre une dimension du plus grand championnat au monde. Une autre rencontre est prévue après le premier essai, question de s'assurer de la qualité du travail.
Le premier essai est prévu pour ce mercredi 7 octobre. Il faudra peut-être s'habituer désormais avec ce sigle, le RAM, Registre des appareils mobiles. Au ministère de Nouvelles Technologies et de l'Information, on rassure qu'avec ce système, il y aura moins de vols de téléphones cellulaires. C'est la foi de Séraphin Oumba, il est directeur de cabinet au ministère de Nouvelles Technologies et de l'Information. Pas à pas vers un réseau de qualité des services de télécommunications mobiles. Désormais, la population congolaise ne sera plus exposée aux risques de sécurité dus à l'utilisation des téléphones à composantes défectueuses ou inappropriées qui nuisent à l'environnement et à la santé des consommateurs. Plus jamais des messages accrus sur la cybercriminalité, plus jamais les vols des téléphones cellulaires et plus jamais les risques sur la vie privée des utilisateurs des réseaux. Les RAM va résoudre tous ces problèmes en protégeant les consommateurs. Et pour s'y faire, il faudra s'identifier au registre des appareils mobiles RAM en sigle. L'enregistrement à ces registres qui a déjà débuté dernièrement se poursuit et prendra fin le 24 octobre prochain. Le directeur du cabinet du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Maître Séraphin Oumba Kapépé, qui ne cesse de sensibiliser la population sur cette opération, explique les bien-fondés du RAM. Le RAM est très nécessaire pour notre santé et pour notre sécurité. C'est-à-dire, le lancement du RAM nous amène à ce que tous les téléphones de l'écosystème puissent être connectés à un serveur central qui contrôle effectivement les appareils que nous avons. Et à partir d'un numéro email, qui est, au fait, s'il faut comparer avec les véhicules, un numéro comme le numéro châssis des véhicules, qui est unique au téléphone, qui n'est pas à confondre avec le numéro SIM que nous avons. Et sur base de cela, la République prendra en charge tous les téléphones, ainsi il pourra le protéger quand il est bon, le protéger contre les vols, quand il est mauvais, l'empêcher de fonctionner en RDC. Plusieurs personnes qui ont séjourné récemment à Lubumbashi ont fait le constat selon lequel la ville est devenue un chantier. Même constat fait par le membre d'une organisation baptisée Fondation Mandela Lumumba. Je disais donc que plusieurs personnes qui ont séjourné à Lubumbashi, capitale cuprifère, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ont fait le constat selon lequel cette ville est devenue un chantier. Le même constat a été fait par le membre d'une organisation baptisée Fondation Mandela Lumumba. Suivez ce commentaire de nos confrères de la RTNC Katanga. Dans l'espace d'une année seulement, le Haut-Katanga se métamorphose. Lubumbashi, la capitale de la province, est le miroir de cet élan impulsé par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. La Fondation Mandela Lumumba, sous la direction de son coordonnateur Yves Moudimbe, a effectué la ronde des différents chantiers réalisés à Lubumbashi. Des chaussées élargies, des ponts reliant les coins de la capitale du cuivre, l'éclairage public et la liste n'est pas exhaustive. Pour le numéro 1 de cette structure des jeunes, Jacques Kabula Katwe démontre ce qu'il a appris de son parrain politique, Joseph Kabila Kabange, et fait la fierté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est meilleur élève de l'université de Joseph Kabila, mais aussi il fait une très bonne fierté du président Félix Tshisekedi dans la province. Le bilan de Félix ici en le Haut-Katanga, c'est avec Jacques Kabila. Et nous devons le soutenir pour qu'il puisse encore faire mieux. Dans les 5 ans qui arrivent, on va oublier. La Fondation Mandela Lumumba compte visiter d'autres chantiers en dehors de Lubumbashi. Son coordonnateur Yves Moudimbe appelle toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga à soutenir son gouverneur. Je vous le disais en liminaire de ce journal, après plusieurs reports pour des raisons d'agenda, le chef de l'État est finalement arrivé cet après-midi à Goma, au bord du lac Kivu. Il était 15h20, heure locale, lorsque Félix-Antoine Tshisekedi a communié avec les populations de la capitale du Nord Kivu. Son agenda dans cette partie du pays prévoit plusieurs rencontres avec les forces vives et les notabilités locales. Suivez ce reportage de nos envoyés spéciaux à Goma. Ambiance et décor d'un grand jour, c'est lundi 5 octobre 2020 sur les tarmacs de l'aéroport international de Goma. Pour la deuxième fois depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au chef-lieu de la province du Nord Kivu.
Accueillis par les gouverneurs de province Carlinzanzou Kassivita, les chefs de l'État a eu droit aux honneurs militaires de la garde républicaine. Par la suite, le président de la République a reçu les salutations par acclamation de plusieurs personnalités civiles et militaires ayant formé une haie d'honneur au sortir du tarmac. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé l'aérogare de Goma à pied sous les ovations nourries d'une foule en liesse. Ce fut un moment de parfaite communion et de retrouvailles avec cette population après une longue période de confinement due à la pandémie de Covid-19. La même effervescence a été constatée le long de la grande artère qui relie l'aéroport au gouvernorat des provinces. Activités paralysées, commerces fermés, tout le monde ou presque voulait revoir le président de la République dans cette ville. C'est un motif de fierté pour le numéro 1 de la province ainsi que les élus locaux. Merci, je voudrais d'abord remercier son Excellence Monsieur le Président de la République parce que c'est un homme de parole. Il a promis venir à Goma, il est arrivé presque à la date presque dite. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, la population de Goma a exprimé sa joie de les recevoir au Nord Kivu. De l'aéroport jusqu'à mon bureau, les gens étaient jalonnés tout au long de la route. C'est un message qu'on donne à la nation. La population du Nord Kivu est attachée à la souveraineté de la République, est attachée à la sécurité du pays. À travers l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la population veut lui exprimer son souci, sa volonté de voir l'Est de la République recouvrer la paix. Encore une fois, merci beaucoup pour la population de Goma. Comme les Quinois ont l'habitude de dire que match est silly pour ceux qui pensaient que le président de la République, en la personne de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son arrivée ici est hypothétique. Je crois que nous venons de défier le monde entier. Le grand message, je crois que le chef de l'État est en train de militer pour que la paix soit rétablie d'une manière efficace et définitive dans cette partie. La population du Nord Kivu a plus besoin de la paix. On sait que la visite du chef de l'État ici au Nord Kivu, c'est pour nous amener la paix, pour discuter sur la question sécuritaire. Et la population était vraiment mobilisée pour l'attendre et écouter un peu son message. Donc il est le bienvenu dans la province du Nord Kivu. Moi, en tant qu'élu du Nord Kivu, je le dis bienvenue au Nord Kivu. L'agenda de travail du chef de l'État prévoit une série de rencontres avec les responsables locaux ainsi que des représentants des forces vives. Le président de la République devra aussi présider par visioconférence les sommets quadripartites des chefs d'État de la sous-région des Grands Lacs. Le siège actuel de l'UDPS, situé sur la 10e rue à Limete, sera délocalisé vers la commune de Lantsele. La pose de la première pierre de ce futur bâtiment est intervenue ce matin au village Kimpoko. Alain Bikaï en vient. Le village Kimpoko, situé dans la banlieue de Kinshasa, a vibré le week-end dernier au rythme de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cadres et combattants se sont mobilisés autour du secrétaire général Augustin Kabouya venu lancer les travaux de construction des nouveaux bâtiments devant abriter les bureaux de ces partis dans ces coins de la capitale. Dans son mot, le secrétaire général de l'UDPS a vivement remercié le chef coutumier Kembo qui a résolu volontairement d'offrir une partie des terres
donateur à l'IDPS pour l'érection de ces bâtiments. C'était aussi l'occasion pour les numéros 2 du parti présidentiel à appeler l'assistance à promouvoir la culture des cohabitations pacifiques avant d'appeler cette dernière à suivre l'exemple du chef de l'État qui n'a pas composé son cabinet sur base ethnique comme le fait passer certaines mauvaises encres dans les réseaux sociaux. Les cas d'illustration, c'est son directeur de cabinet, ses 4 adjoints et les chefs de sa sécurité qui ne sont pas de sa tribu ni de sa province, a précisé Augustin Kabouya. Réagissant à l'actualité politique de l'heure sur Minembwe, Augustin Kabouya a indiqué que les actes faisant Minembwe commune rurale et nommant ses administrateurs ont été signés en 2013 par le gouvernement Matata Ponyo et non par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, Augustin Kabouya a fait comprendre à l'assistance que sa présence à Kimpoko 1 n'avait pas pour objectif de légitimer un pouvoir coutumier contre un autre. Le siège de la 10e rue restera en place, donc sur le boulevard Lumumba, sur le petit boulevard à la 10e rue. Celui-ci est le siège de l'UDPS Ntsele, nous dit Alain Mbikaï. Il y a une vingtaine d'années, mouraient dans des circonstances non encore élucidées 3 évêques à Bukavu. Tous ont été fauchés au mois d'octobre. Il s'agit de Monseigneur Emmanuel Kataliko, Charles Mboga et Muziriwa. 20 ans après, l'Église catholique se souvient encore de ces figures de proue de l'Église et de leurs œuvres. Floribert Kinanga. La communauté chrétienne de Kinshasa, avec ses notabilités du monde politique, ont communié avec les ressortissants de l'archidiocèse de Bukavu à la célébration eucharistique organisée à la paroisse Sainte-Anne de Kinshasa. 3 évêques de l'archidiocèse de Bukavu au sud Kivu sont décédés en différentes années, avec une coïncidence que leurs naissances au ciel sont intervenues chaque fois un mois d'octobre. Il s'agit de l'archevêque Munzirwa Christophe assassiné à Bukavu le 29 octobre 1996, de l'archevêque Kataliko Emmanuel décédé à Rome le 4 octobre 2000 à Rome, après son retour d'une relégation à Butembo le 4 octobre 2000, et l'archevêque Mboga Charles qui s'est éteint le 9 octobre 2005 à Bukavu. Tous ont axé leur pastorale dans l'archidiocèse sur la culture de la paix, de la vérité et du travail communautaire. Est venu s'adjoindre à eux M. l'abbé Molongu Malumalu qui a exercé la présidence de la Commission électorale nationale indépendante le 30 juin 2016 à Dallas aux États-Unis d'Amérique. Depuis donc cette série noire de deuil, le diocèse de Butembo Béni, sous la supervision de Monseigneur Sikuli Melkisedek, consacre sous le label de la Fondation Emmanuel Kataliko chaque mois d'octobre une semaine pour commémorer les actions et le ministère pastoral de ces hommes, parce que pour ces pasteurs, le silence devant la souffrance du peuple congolais serait coupable. Que de sécurité dans cette partie du pays, d'ignominie, de souffrance, de cris de guerre et de crimes contre l'humanité jaillissent également de l'Ituri, de Minembwe et j'en passe. Nous devons parler aux dirigeants. Nous devons adresser un message aux dirigeants africains, un message de réconciliation, un message de paix. Bijou Katarissi, Sylvie Makumbani, Patricia Ungu et Diane Balaka m'ont aidé dans la présentation de ce journal. En leur nom, je vous dis infiniment merci de l'avoir suivi.